Samedi 22 novembre 2025, Célia Keren, maîtresse de conférence en histoire contemporaine à l'Université de Versailles, présentait à la librairie Ombre Blanche son livre « La cause des enfants, humanitaire et politique pendant la guerre d'Espagne », publié chez Anamosa. L'ouvrage prend pour point de départ l'évacuation des enfants espagnols de la zone républicaine en France entre 1936 et 1939, organisée et prise en charge par un faisceau d'acteurs très divers, de la CGT à l'évêché de Dax, en passant par les grandes bourgeoises féministes, et il interroge les questions idéologiques et géopolitiques soulevées par la guerre d'Espagne et l'engouement particulier autour de cette cause des enfants. La rencontre était menée par Annelise Rodrigo, docteur en histoire contemporaine et membre du laboratoire Framespa, France, Amérique, Espagne, Société, Pouvoir, Acteurs, de l'Université Toulouse-Jean Jaurès. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être venus à cette rencontre avec Célia Keren, qui nous fait le plaisir de revenir à Toulouse même, pour nous présenter son dernier livre publié aux éditions Anamosa, La cause des enfants, humanitaire et politique pendant la guerre d'Espagne. Pendant la guerre d'Espagne. Je vais laisser Annelise présenter plus longuement Célia. Juste un mot, Annelise Rodrigo est historienne, enseignante dans le secondaire. Elle a fait une thèse sur justement l'histoire de l'humanitaire des réfugiés au Canada, je crois que c'est ça. Et voilà, ce petit mot juste pour présenter Annelise, qu'on remercie aussi. Et un mot aussi pour vous dire qu'à 18h, il y a une rencontre avec la journaliste Pauline Chanu autour de l'histoire de la notion d'hystérie. Et donc on serait ravis aussi que vous poursuiviez la journée avec nous. Voilà, je vous laisse la parole, merci. Merci beaucoup, bonjour à toutes et à tous. Alors, je vais essayer de te vous voyer, ça va être compliqué, mais... Alors, Célia Keren, vous êtes maîtresse de conférences en histoire contemporaine à l'Université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. Vous êtes membre junior de l'Institut universitaire de France. Et Sciences Po Toulouse a eu la chance de vous avoir quelques années en tant que maîtresse de conférences. Vous êtes spécialiste de l'histoire de l'humanitaire, de l'enfance, des mouvements sociaux, et notamment à l'échelle transnationale. Vous avez réalisé une thèse sur la cartographie de l'évacuation et l'accueil des enfants espagnols en France, que vous qualifiez de version martyre de l'ouvrage que vous venez nous présenter aujourd'hui. Donc mon objectif aujourd'hui, c'est de vous faire partager les différents grands thèmes évoqués par cet ouvrage et surtout vous donner envie d'en savoir davantage sur cet épisode méconnu de la guerre d'Espagne qui est présenté donc dans cet ouvrage, La cause des enfants. Alors, nous avons 50 minutes de discussion et après à peu près une demi-heure de discussion avec le public. Donc, votre étude, elle se situe au carrefour de l'histoire de l'humanitaire, de l'enfance, de la guerre d'Espagne, mais aussi de l'histoire du Front populaire et de la CGT. C'est une histoire qui est transnationale et qui met en lumière des réseaux d'acteurs et d'actrices, des circulations d'idées. Je vais essayer d'aborder tous ces points pour vous montrer toute la richesse de l'ouvrage de Célia. Tout d'abord, je vais vous demander de nous résumer assez rapidement de quelle évacuation s'agit-il, combien d'enfants et quels sont les principaux acteurs et actrices. D'accord, merci beaucoup. Merci à tous d'être ici. C'est vraiment un honneur. Ça fait vraiment plaisir de parler devant ce monde à Ombre Blanche. Donc ce livre qui est effectivement la version expurgée, réduite, réécrite d'une thèse de doctorat, porte sur l'évacuation d'environ 15 000 enfants espagnols qui sont évacués vers la France pendant la guerre d'Espagne. Alors ils viennent de la zone républicaine de l'Espagne. Alors peut-être juste minuscule rappel sur la guerre d'Espagne qui dure de 1936 à 1939, donc on est juste avant la Seconde Guerre mondiale. C'est au départ une guerre civile qui est déclenchée par un coup d'État militaire contre un gouvernement de gauche. C'est une guerre qui s'internationalise très rapidement en raison de l'aide militaire qui est fournie par les puissances fascistes et nazies aux putschistes, qui affrontent ce gouvernement de gauche. Et donc cette guerre s'internationalise et émerge dans plein de pays d'Europe et du monde un mouvement de solidarité envers ce gouvernement légal, ce régime de la République espagnole, ce qu'on appelle cette Espagne républicaine qui affronte ces militaires putschistes qu'on appelle bien les franquistes. Alors, on est en pleine actualité là, parce que je ne sais pas si vous savez qu'il y a... Voilà. Bon, généralement, mon public est assez connaisseur. Donc il y a 2 jours, on a fêté l'anniversaire des 50 ans de la mort du dictateur Franco.
Et donc pendant cette guerre, des enfants sont évacués, sont expatriés, sont sortis d'Espagne sans leurs parents, mais souvent à la demande de leurs parents, en groupe. Il y en a 30 000 en tout qui sont expatriés à l'étranger et le groupe principal, la moitié, 15 000, partent en France. Mais il y en a aussi, je le dis pour mémoire, même si je ne les étudie pas spécifiquement dans ce livre, même s'ils sont mentionnés, il y en a 5 000 en Belgique, 4 000 en Grande-Bretagne, 3 000 en URSS, presque 500 au Mexique et des plus petits groupes au Danemark et en Suisse. Mais la France est le principal pays d'accueil. Et donc voilà, ils sont accueillis en France. Alors, par quel groupe rapidement ? Une très très grande diversité d'acteurs, et ça c'est la question qui est au centre de ce livre. Pourquoi ces gens ? Pourquoi pas d'autres ? Pourquoi ils font ça plutôt qu'autre chose ? Comment expliquer que ces groupes très différents se retrouvent à militer autour de la même cause ? Mais bon, les acteurs principaux, c'est quand même le comité d'accueil aux enfants d'Espagne, qui est un comité ad hoc qui se crée pour ces enfants-là, qui est composé d'organisations de la gauche de Front Populaire, mais de gauche non partisane. Donc c'est la CGT, la Ligue des droits de l'homme, qui dirige ce comité, avec toute une série de partenaires qui ont donc trois caractéristiques. Ce sont des organisations de gauche, du monde du travail, ou des ligues républicaines, comme la Ligue de l'enseignement. Ce ne sont pas des organisations partisanes, il n'y a pas de parti politique et il n'y a pas de communistes. Voilà, ça c'est en résumé. Et ils collaborent avec toutes sortes de gens, des groupes féministes, des pacifistes, la franc-maçonnerie, voilà, des groupes de coopérateurs, des mutuellistes. Voilà, c'est assez vaste. Mais il y a aussi des catholiques qui m'ont beaucoup intéressée. Des catholiques qui sont très marginaux dans le monde catholique de l'époque. Marginaux parce qu'ils ne sont pas pro-franquistes, mais pas tout à fait pro-républicains non plus. On y reviendra sans doute. Des clercs, un évêque, un jésuite, mais aussi ce qu'on appelle des laïcs, donc des catholiques, mais qui ne sont pas clercs. Dont certains qui sont très connus, c'est les grandes stars c'est les gens les plus connus du livre, je pense, comme François Mauriac ou Jacques Maritain. Voilà, je crois que j'ai répondu. Et dans les exemples que vous donnez de personnes qui s'engagent très fortement, vous citez 2 femmes, notamment Alice Duchesne pour le côté français et Federica Mancini pour le côté espagnol. Est-ce que vous pouvez nous donner un rapide résumé de leur parcours et qu'est-ce qu'elles font dans l'évacuation à des niveaux totalement différents et dans des temporalités aussi différentes? Oui, alors l'un des fils rouges du livre, pas le principal, mais que j'essaye de maintenir, c'est le fil de l'histoire du genre, et donc des relations entre les hommes et les femmes. Alors c'est une question que je pose à différents niveaux, mais de ce point de vue-là, je m'intéressais à ce qu'on appelle la division sexuée du travail militant. Donc voilà, à l'intérieur d'une association militante, il y a des hommes, il y a des femmes, c'est quoi leur relation, qui est chargé de quoi, et alors, normalement, l'aide aux enfants, l'accueil d'enfants, c'est une action plutôt codée au féminin. Et dans cet entre-deux-guerres où les femmes appartiennent à des partis ou à des syndicats, mais sont vraiment en toute petite minorité et n'accèdent jamais aux postes de direction, de responsabilité, quand elles y parviennent, c'est toujours dans les domaines féminins, typiquement l'aide à l'enfance. Et de fait, aussi bien en France qu'en Espagne, au départ, ce sont des femmes... alors soit à qui on donne cette action ou qui la revendique. En tout cas, au début de mon histoire, il n'y a que des femmes. Alors effectivement, en France, il y a Alice Duchesne. C'est une femme très intéressante. Et d'ailleurs, je me disais que c'est peut-être l'une des pistes que j'aimerais peut-être un jour poursuivre, parce que j'ai pas fini d'explorer la vie d'Alice Duchesne. Son vrai nom, c'est Marguerite Bureaudeau. Donc comme beaucoup de femmes communistes, elle a un pseudonyme. C'est vraiment une communiste de la première heure. Elle arrive à Paris, elle est un peu ouvrière, un peu couturière, elle traîne dans les librairies du 10e arrondissement. Elle devient vraiment communiste quasiment au moment du congrès de Tours. Et elle devient autodidacte, donc elle lit énormément. Elle prend assez rapidement une certaine place dans sa section du 10e arrondissement à Paris. Elle se met en couple, je ne sais pas exactement à quel moment, avec en gros l'homme qui est le garde du corps, enfin voilà, le gros bras qui protège la vie de Maurice Thorez et de tous les grands dirigeants communistes, un type qui lui aussi évidemment vit sous pseudonyme.
Elle fait de la propagande antimilitariste, elle fait de la propagande anticolonialiste pendant la guerre du Rif. Donc c'est vraiment une militante. Elle est licenciée à plusieurs reprises, donc en raison de son militantisme. Donc ensuite, elle devient permanente. Enfin, elle devient pas permanente justement au Parti communiste, mais elle est employée par le Parti communiste. Puis le Parti communiste, dans les années 30, il a un tournant conservateur, familialiste. Et donc, toutes les femmes qui faisaient, par exemple, comme Alice Duchesne, ce qu'on appelle l'agite-prop, de la propagande, qui sont engagées contre le colonialisme, on les met toutes dans l'aide à l'enfance, quoi. Donc, elle devient responsable d'un orphelinat ouvrier à l'intérieur d'une organisation d'aide qui s'appelle le Secours ouvrier international. Et quand la guerre d'Espagne éclate, en juillet, en fait, dans les jours qui suivent, elle et d'autres, dont des hommes, propose d'accueillir des enfants alors que la guerre vient à peine d'éclater. Et en fait, cette Alice Duchesne, alors je ne sais pas forcément exactement, elle est rapidement écartée. Alors elle est victime du fait que elle n'est pas permanente, parce que les femmes n'acquièrent pas en fait l'importance suffisante pour être permanente. Elle est aussi écartée parce que son organisation va être écartée par la CGT et la Ligue des droits de l'homme, qui quelques mois plus tard vont fonder le comité d'accueil aux enfants d'Espagne, qui est une organisation beaucoup plus forte et qui va obtenir beaucoup plus de soutien. Mais là encore, l'histoire se répète, puisqu'en fait, au sein du comité d'accueil aux enfants d'Espagne, on n'a pas parlé, mais il y a deux autres femmes. Il y a Suzanne Colette et il y a Marcelle Templier, qui elles sont... Suzanne Colette, elle est membre du comité central de la Ligue des droits de l'homme. C'est une femme très importante à la Ligue des droits de l'homme. Ensuite, elle va épouser le secrétaire général. Elle non plus, elle n'est pas permanente. Elle est professeure, elle a beaucoup d'engagement associatif. Bon, et puis Marcelle Templier, elle est au bureau du syndicat national des instituteurs. Et là, rebelote, on se dit, on va leur donner le poste de secrétaire adjoint. C'est elles qui vont faire le travail. Alors pendant un temps, elles s'écrivent, elles se disent on va organiser ça comme ça, on va mettre le siège à tel endroit, on va se répartir le travail de cette façon. Ça dure quelques semaines. Et elles aussi, elles sont écartées. Alors là, c'est intéressant. Pourquoi elles sont écartées ? Souvent, on ne sait pas. C'était une collègue qui me disait ça récemment. Souvent, on ne sait pas pourquoi les femmes disparaissent, en fait, parce qu'elles disparaissent assez vite. Et voilà, on n'a pas concrètement, on ne sait pas quel a été le processus. Là, ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas de volonté au départ d'écarter ces femmes. Au contraire, on pense que c'est une affaire de femmes, on va confier ça à des femmes. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que ceux qui gèrent l'ordre du jour, des réunions, les dates, les convocations, etc., c'est pas les secrétaires adjointes, c'est le secrétaire général et le trésorier. Et ça, c'est des hommes. Et ce sont des permanents de la CGT, puisque ce sont 2 membres du bureau de la CGT. Il y a 9 personnes au bureau de la CGT. 2 d'entre eux, un secrétaire adjoint, Georges Buisson, et le trésorier de la CGT, Félix Dupont, sont le secrétaire et le trésorier du comité d'accueil. Et eux, en fait, ils sont au siège de la CGT tous les jours. Ils font leur travail de militants syndicaux, de chefs syndicaux de la plus grande organisation de masse de France, puisqu'on est, après les grèves de juin 1936, la CGT, c'est 4 millions d'adhérents. Donc voilà, ils s'occupent du comité d'accueil aux enfants d'Espagne. Et en fait, ce qu'on observe, c'est que, comme eux, ils sont permanents, ils ont l'habitude, ils militent en permanence, ils décident des horaires de réunion un peu à la dernière minute, et puis ils font pas du tout attention aux horaires de ces femmes, qui, elles, ne sont pas des permanentes et qui travaillent, et qui sont enseignantes. Et donc, elles, à répétition, elles disent, il faut que les réunions, elles aient lieu le jeudi après-midi. Parce qu'à l'époque, le jeudi après-midi, il n'y a pas cours. Et eux, ils n'écoutent pas, donc ils font à chaque fois les réunions le mercredi après-midi, et puis à chaque fois la convocation, elle est partie trop tard, et puis elle n'a pas été reçue, puis ils ont oublié de l'envoyer, etc. Donc ça dure un certain nombre de semaines. Au bout d'un moment, elle raccroche, quoi. Suzanne Colette envoie un message incendiaire à Georges Buisson. Elle part en vacances et elle dit maintenant, le comité d'accueil aux enfants d'Espagne, ça se passera à la CGT. J'en ai marre de me faire marcher sur les pieds. Et en Espagne, c'est aussi ce type d'histoire qui se passe quand les évacuations sont mises en place. Ça tombe au moment du siège de Madrid. C'est pas un hasard. C'est aussi un moment où il y a un changement dans le gouvernement espagnol. On fait entrer la CNT, qui est le grand syndicat anarchiste très puissant en Espagne. Il y a un élargissement en fait du gouvernement pour créer une sorte d'union sacrée. Et à cette occasion, on fait entrer la première femme ministre de l'histoire espagnole, donc Federica Montseny, qui est une intellectuelle anarchiste anti-autoritaire. Et on lui donne un nouveau ministère qui n'existait pas, qui s'appelle le ministère de la Santé. En fait, elle le dit elle-même, ils ont voulu la mettre, c'est un peu pour le symbole, mais on ne lui a pas donné une très grosse responsabilité, donc on a pris un petit bout de ministère qui existait quelque part et on lui a donné ça, voilà.
Et donc, elle, sa priorité, ça va être de faire grossir ses attributions, de prendre de plus en plus de pouvoir. Elle arrive à obtenir l'assistance sociale et elle arrive à s'emparer de cette question des évacuations d'enfants. Et elle n'a que des adjointes. Donc, ce sont 3 femmes au début qui s'occupent de ça. Et puis là, rebelote. Au début de l'année, très rapidement, il y a un ministère qui est beaucoup plus puissant qu'est le ministère de l'Instruction publique, qui lui, bien sûr, existe depuis 1900, qui est aux mains de Jesús Hernández, qui est l'un des principaux leaders du parti communiste espagnol à l'époque, mais qui est à la tête d'un très gros ministère, très puissant, et d'un parti très puissant. Et en fait, il ne cesse de vouloir empiéter sur le domaine de Federica Montseny, d'essayer d'obtenir en Conseil de ministres de redécouper leurs attributions. Et à la fin, il y arrive. Et surtout, en mai 1937, se passe à Barcelone, certainement vous savez, un affrontement très grave dans les rues de Barcelone entre communistes et anarchistes. À ce moment-là, les ministres de la CNT sortent du gouvernement. Federica Montseny sort du gouvernement et son ministère disparaît parce qu'il avait été créé expressément pour elle. Et donc, effectivement, cette politique revient au ministère de l'Instruction publique. Et à partir de là, quasiment, il n'y aura plus jamais de femmes, en fait, dans mon histoire. Très peu, quoi. Oui, c'est une histoire qui commence avec des femmes et après elles finissent par disparaître. Au fil des réunions, on voit qu'elles disparaissent. Et dans ces réunions de travail, vous montrez que un important pan du travail se concentre sur la représentation, la propagande qui est faite pour amener des enfants et surtout obtenir des financements ou des familles d'accueil pour ces enfants. Et dans votre ouvrage, ce que l'on remarque très intéressant, c'est que vous avez mis en avant des extraits de propagande. Cette photo elle revient plusieurs fois, Sauver mon petit, et tout à l'intérieur de l'ouvrage, vous avez des photographies, l'iconographie. Donc vous donnez à voir en fait cette représentation de l'enfance dans cette propagande humanitaire. Et je voudrais vous questionner sur 2 iconographies. Donc Sauver mon petit, qui revient plusieurs fois, et aussi Les enfants morts à Madrid, qui est honnêtement très difficile à regarder. En fait, c'est des photos de cadavres d'enfants. Donc, comment vous pouvez expliquer le choix de ces iconographies très fortes et toute la construction en fait, de la rhétorique humanitaire par les organisations humanitaires ? Alors, c'est intéressant parce que justement, ces 2 représentations de l'enfance victime, qui les 2 sont créées par le ministère de la propagande espagnole, ou en tout cas, les cadavres d'enfants morts, ça c'est vraiment une image du ministère de la propagande espagnole. Sauver mon petit, c'est un peu plus compliqué. C'est une image qui a énormément circulé d'ailleurs, donc je sais pas exactement, je suis plus tout à fait sûre, mais par contre, elles sont aux antipodes justement. Donc, et en même temps, elles sont liées. Donc la photo les fameux cadavres, il y a un livre entier qui a été écrit par un collègue britannique sur ces images de cadavres d'enfants espagnols. Ce sont des enfants qui meurent dans un bombardement au tout début du siège de Madrid, vraiment dans les derniers jours de octobre 1936. Ce sont les premiers gros bombardements aériens de zones civiles et qui sont des bombardements, en tout cas, dans les quartiers ouvriers de Madrid ou sa banlieue. Alors, il y a toute une polémique dont je vous passe les détails parce que théoriquement, ce bombardement aurait eu lieu à Getafe, qui est dans le sud de Madrid, où il y a un aéroport, mais en fait, on pense que peut-être c'était plutôt un bombardement dans le quartier de, mon Dieu, Mathieu, aide-moi, le quartier Bobo au sud de Madrid, s'il te plaît. Ouais, j'allais dire Vallecas, mais bon, voilà, et à côté. Bref, quoi qu'il en soit, ces enfants sont morts dans un bombardement franquiste entre le 28 octobre et le 30 octobre. Soit dans une école, soit dans des rues. Et ils sont photographiés par le ministère de la Propagande qui vient vraiment d'être créé dans les semaines précédentes. Et elles font le tour du monde, ces photos. Donc là, en fait, elles sont dans un tract qui est quadrilingue, en fait, avec les photos et puis le même texte. Les enfants morts à Madrid, Niños muertos in Madrid, voilà, pour dire, et en gros, le discours, c'est « Ces enfants sont morts à cause de la non-intervention ». Donc c'est un message qui est exclusivement à destination en fait, des populations européennes, et notamment de la France et de la Grande-Bretagne, membres de la SDN, pour dire « Ces enfants ont été tués par l'aviation nazie ».
Et si l'aviation nazie est aux portes de Madrid, c'est parce que la France, la Grande-Bretagne et les démocraties, de façon générale, ont décidé de se réfugier dans ce pacte de non-intervention qui est censé être un pacte multilatéral pour empêcher, en fait, que des nations extérieures interviennent dans le conflit espagnol. Et tout le monde a signé le pacte pendant l'été 1936, sauf que l'Allemagne et l'Italie ne respectent pas le pacte. Et tout le monde le sait. Mais la France et la Grande-Bretagne, continuent, bon an, mal an, plus ou moins, en tout cas, à le respecter. En tout cas, ne livrent pas d'armes à l'Espagne, ne fournissent pas d'aide militaire directe. Donc, c'est vraiment un discours où on utilise vraiment la figure de l'enfance victime et les atrocités envers ces enfants pour dire, regardez, c'est votre faute. Il faut absolument se mobiliser contre la non-intervention. Et c'est aussi un message aux opinions publiques françaises et britanniques pour dire mobilisez-vous auprès de vos gouvernements, puisque vous êtes des démocraties, les opinions publiques peuvent faire pression pour changer les politiques étrangères. Et ça, c'est le pari, c'est le grand pari du gouvernement de la République espagnole à cette époque. L'accueil des enfants, l'expatriation des enfants espagnols, elle va être proposée par la CGT et la Ligue des droits de l'homme exactement à cette époque. Et si elle est acceptée par le gouvernement espagnol à ce moment-là, alors j'ai pas le PV des conversations, mais mon hypothèse, c'est que ça correspond alors à la fois à un besoin militaire, parce que Madrid est assiégée, il faut sortir les enfants de Madrid, on est de toute façon en train de sortir les enfants de Madrid, donc si on peut les accueillir en France, tant mieux, parce que là on est en train d'évacuer des dizaines de milliers d'enfants de Madrid vers la Catalogne, vers Valence, etc., donc c'est quand même assez compliqué au niveau logistique. S'il y a des étrangers qui sont prêts à en prendre en charge, tant mieux. Mais aussi, ça va permettre d'alimenter cette propagande. Sauf que, côté français, c'est pas du tout ça le discours. Parce qu'en fait, en France, le comité d'accueil des enfants d'Espagne, s'il se fonde, c'est précisément parce que les organisations qui en sont membres et qui le dirigent, la CGT, la Ligue des droits de l'homme et tous les autres, ils sont pas prêts à prendre trop ouvertement parti contre la non-intervention, ça c'est pour la Ligue des droits de l'homme, et pour la CGT, elle a pris parti contre la non-intervention, mais ça remue énormément dans ses rangs en interne. Il y a des conflits extrêmement forts à l'intérieur de la CGT, avec des fédérations très puissantes, notamment les instituteurs, la fédération de l'enseignement, mais aussi les mineurs, enfin voilà, des fédérations très puissantes qui sont pour la non-intervention. Et là, on vient juste de réunifier la CGT. On a fait enfin l'union des gauches, ça arrive pas très souvent, et la gauche est au pouvoir. La priorité, c'est de maintenir tout le monde ensemble, c'est de maintenir cette union des gauches. Et l'accueil des enfants va servir à ça, d'une certaine façon. Alors on se dit pas que ça va réunir la gauche, mais en tout cas, c'est une action de solidarité envers l'Espagne qui est consensuelle. Tout le monde est pour. Mais on est contre la non-intervention, on peut accueillir un enfant. On est pour la non-intervention, on peut accueillir un enfant aussi. C'est pas parce qu'on accueille des enfants en France que va y avoir la Deuxième Guerre mondiale. C'est pas un problème. Et de ce fait, le comité d'accueil des enfants d'Espagne va développer une iconographie et un discours totalement apolitiques. Mais vraiment. C'est-à-dire qu'ils font des discours où ils disent « Ces enfants sont de pures victimes innocentes du grand conflit qui déchire l'Espagne, de la bombe aveugle et du gaz empoisonneur. » Et jamais on ne dit « Ce sont des victimes des fascistes. » Jamais. Et donc le type d'image, cette image que moi je pensais peut-être mettre... Enfin moi c'était ma vraie couverture, c'était ma première de couverture, mais c'est devenu la deuxième de couverture. Alors cette image, elle est fascinante. Si vous allez lire sur Internet un article de mon ancien collègue à Clermont-Ferrand, Didier Cordereau, il a retrouvé, parce que c'est un photomontage. Cette femme avec son petit garçon collé, c'est un photomontage, ça a été découpé. Et la vraie photo a rien à voir. En fait, c'est une photo qui a été prise, et ça je crois que je ne le dis pas dans le livre, pendant les cortèges qui ont accompagné l'enterrement de Durruti. Durruti qui est le grand... Enfin, c'est Corto Maltese de la guerre d'Espagne, quoi. Je sais pas comment vous dire. C'est vraiment le héros anarchiste de la guerre d'Espagne, de la résistance à l'antifascisme. Donc, il se dit que 250 000 personnes à Barcelone pleurent au moment du passage du tombeau de Durruti. Et donc, la vraie image, que j'aurais dû imprimer, je peux pas vous montrer, mais en fait, on voit cette femme qui pleure parce que son héros anarchiste révolutionnaire passe dans la rue et son fils, qui doit avoir 2 ans et demi, lève le poing, et elle est entourée de gamins entre 1 an et demi et 4 ans qui lèvent le poing en pleurant et en hurlant « Durruti !» Voilà. Et donc cette photo, habilement découpée, le poing a disparu, tout a disparu. Ça devient une mère qui implore les mères françaises de sauver son petit
qui a l'air d'un tout petit bébé innocent et qui est totalement dépolitisé, quoi. Et ça, c'est vraiment complètement emblématique, en fait, pour moi, du travail rhétorique et iconographique qui est fait en France autour de cette action. On va aborder maintenant les évacuations en elles-mêmes. Alors, vous fournissez une analyse quantitative extrêmement intéressante. Vous arrivez à rendre très, très intéressant beaucoup de tableaux avec des données. C'est vraiment c'est très pertinent. Ça m'a fait penser, vous le citez en note de bas de page, à l'ouvrage de Claire Zalck et Nicolas Mariot, Face à la persécution. C'est l'histoire où Claire Zalck et Nicolas Mariot essayent de comprendre quelle a été la vie et surtout la prise de décision des Juifs de Lens pendant la Seconde Guerre mondiale. Et vous arrivez en fait à faire rentrer le lectorat dans l'atelier de l'historienne en testant des hypothèses. Vous testez plein de choses et vous essayez d'expliquer quels sont les enfants qui sont envoyés en priorité et quelles sont aussi les représentations de l'enfance pour les différents acteurs. C'est-à-dire qu'est-ce qu'ils privilégient comme envoi, mais aussi quels sont les enfants que souhaitent recevoir les familles d'accueil aussi, parce qu'il y a des demandes. Donc vous étudiez en fait les deux côtés, les enfants que l'on souhaite envoyer, les enfants que l'on souhaite recevoir, et celles et ceux en fait qui vont réellement partir. Est-ce que ce sont des enfants seuls ou pas? Vous le montrez. Est-ce que vous pouvez nous donner un portrait un petit peu du choix des enfants qui sont envoyés? Oui, alors je me suis lancée dans cette analyse quantitative. Alors je vous rassure, il y a beaucoup moins de tableaux que dans la thèse, et j'ai vraiment essayé voilà. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas que des photos d'enfants, il y a aussi des tableaux avec des statistiques et des pourcentages, mais pas beaucoup. Et j'ai vraiment essayé de narrativiser ça, quoi, de pas faire de l'analyse de tableaux. Et c'est vrai que j'étais très 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 influencée par le travail de Claire Zalck, qui m'a formée, et Nicolas Mariot. Donc je les ai complètement plagiés, quoi, dans la méthode. Je leur dois absolument tout. Et donc j'ai commencé à faire ces analyses quantitatives parce que je suis tombée en fait dans les archives, pas du tout sur ce que j'espérais, c'est-à-dire plein de correspondances des organisateurs des évacuations en Espagne et du ministère de l'instruction publique et tout ce que je vous ai raconté. Tout ça, c'est parti à la poubelle quand les franquistes sont arrivés parce que ça les intéressait pas du tout de garder ces correspondances. Par contre, ce qui les intéressait, c'était de garder des listes d'enfants. Parce que les franquistes, on en parlera peut-être, vont développer peu à peu une politique de rapatriement d'enfants. Et donc, ils veulent savoir où sont les enfants. Et donc, quand je suis arrivée en Espagne, pour mon tout premier séjour en Espagne, j'ai ouvert les archives pleines d'espoir. Et en fait, je suis juste tombée sur liste des enfants accueillis à la colonie de la Glacière à Toulouse, par exemple. Ou à la colonie de la Motte dans le Lot-et-Garonne. Et aux listes des enfants qui sont partis dans le bateau Habana. Et alors, il y a 3000 enfants avec des noms, des âges, quoi. Ok, je me dis, qu'est-ce que je vais faire avec ça ? Sauf qu'en fait, en commençant à regarder, je me suis dit, c'est pas inintéressant. Des fois, j'ai des âges, j'ai des sexes. Et puis, rapidement, j'ai vu en fait qu'il y avait des noms qui revenaient de lieu en lieu. Je me suis dit, je vais pouvoir suivre leur trajectoire. Et de fait, souvent, je peux suivre les trajectoires. J'ai un enfant qui est inscrit pour l'évacuation, j'ai sa fiche d'inscription. Après, j'ai la liste au moment de l'embarquement ou sur le visa collectif. Et puis après, je le retrouve dans une première colonie, puis dans une famille. Et puis parfois, sur la demande de rapatriement, même parfois, j'ai la lettre des parents qui demandent son rapatriement. Donc, bon, je peux les suivre un peu. Mais en fait, ça m'a aussi permis, alors je ne m'y attendais pas forcément, à aborder plein de questions. Voilà, comme on est un peu entre historienne, ça me permet de rentrer effectivement un peu dans l'atelier. Et quelque chose que j'aurais jamais compris si j'avais pas fait cette base de données, c'est qu'il y a plus de garçons que de filles. Et ça, je l'aurais jamais compris parce que dans les archives, personne n'en parle jamais. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune correspondance où ils disent franchement, parfois ils disent quand même un peu. Alors ce qu'ils disent, c'est la question il y a l'offre d'enfants puis il y a la demande. Alors du côté de la demande, les familles d'accueil en France, ce qu'elles veulent, c'est des petites filles de moins de 5 ans, si possible, orphelines, blondes bouclées et aux yeux bleus. En gros, j'exagère, mais à peine c'est ça. Et donc ça représente vraiment l'enfance victime, innocente, mais aussi l'enfant dans tout son potentiel d'amour et d'affection. Et c'est ça qu'on recherche. Mais en fait, l'offre d'enfants réels qui arrive en France, le portrait robot, c'est plutôt un garçon de 12 ans qui vient des faubourgs de Madrid, qui a potentiellement passé un certain temps dans un orphelinat, voire une maison de correction, et qui correspond pas tout à fait au petit garçon pleurant qui en fait il ressemble plus au garçon qui lève le poing qu'au garçon qui a perdu son bras et qui ne lève plus le poing, quoi. Et donc il y a plus de garçons, il y a à peu près 58% de garçons pour 42% de filles. Et quand j'ai commencé à regarder dans les autres pays d'accueil, où là on a des chiffres beaucoup plus précis, parce que
Par exemple, pour l'Angleterre, ils sont tous arrivés sur le même bateau, donc on a une liste, on sait exactement à l'unité près combien ils sont, c'est qui, etc. Ce déséquilibre, on le retrouve partout. Donc là, j'ai pris l'exemple du sexe, j'aurais pu dire plein de choses. Et je me suis demandé, alors, pourquoi cette surreprésentation de garçons ? Mais c'est un bon exemple. Alors, je me suis dit d'abord, ça se trouve, c'est les organisations qui gèrent les départs, c'est elles qui font le choix. Donc elles vont choisir plus de garçons. Alors, ça vaut pour certaines organisations, dont une organisation, effectivement, dont on voit qu'elle n'envoie pas les filles après 11 ans. Donc là, il y a vraiment une peur de la sexualité des filles et de ce qui pourrait arriver, bien sûr, à leur éveil à la sexualité à l'étranger, ça fait peur. Mais c'est une organisation qui a évacué que quelques centaines d'enfants, donc ça ne permet pas d'expliquer la surreprésentation globale. Et pour les autres organisations, il n'y avait pas ce décalage en termes d'âge. Il y avait 42% de filles de 6 ans, 42% de filles de 8 ans, 42% de filles de 12 ans et 42% de filles de 16 ans. Cette explication-là, elle ne marchait pas. Donc je me suis dit, c'est peut-être aussi que dans les orphelinats, parce qu'au début, ils prennent beaucoup des enfants qui sont dans des orphelinats, il y a plus de garçons. Mais bon, ça, c'est une information que je n'ai pas trop pu vérifier. Et puis par contre, au départ du Pays Basque ou de Santander, où là, c'est vraiment des familles qui inscrivent leurs enfants, j'avais aussi un déséquilibre en fait. Donc j'ai commencé à me dire que, en tout cas, tout le monde était d'accord pour envoyer plus de garçons, ça c'est sûr. Et en particulier les familles. Alors, je me suis demandé pourquoi. Donc j'avais cette hypothèse de la sexualité, mais ça marchait pas parce que sinon ça se serait vu dans les âges. Je sais plus. Alors, on me disait oui. Alors c'est peut-être parce qu'on a peur d'envoyer des filles parce qu'elles vont pas être capables, de se prendre en charge. Donc il faut qu'elles soient accompagnées par des frères, par des garçons. Donc j'ai commencé à regarder ça. Alors au départ ça m'a paru possible parce que ce que j'ai trouvé effectivement qui était véridique, l'effet qui marche, c'est l'effet fratrie. En fait, beaucoup de ces enfants, la plupart d'entre eux, ils partent pas tout seuls. Ils partent avec un frère ou une sœur. Et ce qu'on observe, c'est que si je prends que les fratries mixtes, les fratries de frères et sœurs, j'ai exactement 50% de filles, 50% de garçons. Là où il y a une différence, c'est quand ce sont des enfants uniques, ils peuvent avoir des frères et sœurs, mais ils ne sont pas partis avec, ou des fratries unisexes, que des filles, que des garçons. Et là, dans ce cas-là, il y a 2 fois moins de filles. Ça, c'est clair. Donc si vous êtes un enfant unique, vous êtes une fille, vous avez 2 fois moins de chances de partir en France que si vous êtes un garçon. Si vous êtes dans une fratrie où il n'y a que des filles qui ont entre 6 et 14 ans, qui ont l'âge de partir, il y a 2 fois moins de chances que vos parents vous inscrivent que si c'est des garçons. Sauf que là, à nouveau, pour cette population-là, l'âge ne fonctionnait pas. D'ailleurs, souvent, c'est plutôt des grandes sœurs. Donc je me disais, OK, la fratrie où il y a 2 grandes sœurs de 11 et 14 ans et un petit frère de 8 ans, je crois que c'est pas parce qu'on s'inquiète, c'est pas parce qu'il y a un garçon de 8 ans qu'on est rassuré d'envoyer la fille de 14 ans. Ça marche pas. Ça peut pas être ça. Et en fait, moi, mon hypothèse, parce que c'est la seule qui marche, c'est que, et ça révèle quelque chose de la démarche des parents qui inscrivent leurs enfants. C'est un programme d'assistance sociale. Donc, on va au bureau d'assistance sociale, ou on va au bureau du parti politique, ou on va au local du rassemblement populaire de la ville où on habite pour aller inscrire ses enfants. Et c'est un programme qui, à mon avis, intéresse surtout les gens qui ont des fils qui sont dans les âges. Pourquoi ? Parce que partir en France ou ailleurs, c'est la possibilité, c'est la promesse d'une ascension sociale. On va pouvoir apprendre une nouvelle langue, on va pouvoir faire des études, au moins être scolarisé dans des conditions de paix, alors que l'école en Espagne républicaine, elle est totalement désorganisée. En plus, dans des pays dans lesquels la scolarité est a priori plus valorisée, en tout cas, c'est vu comme étant mieux de faire ses études en France ou en Grande-Bretagne, ou même en Union soviétique, que en Espagne. Et de même que les taux de scolarisation et d'alphabétisation sont très différents entre les filles et les garçons, en fait, on retrouve exactement le même décalage de pourcentage pour les enfants qui partent à l'étranger. Donc moi, mon hypothèse, c'est que dans une famille donnée, quand on s'interroge sur il y a 2 fois plus de chances qu'on s'intéresse à ce programme d'évacuation si on a des fils qui sont en âge de partir. Si ces filles sont des sœurs, c'est-à-dire si on a aussi des filles qui sont en âge de partir, on les envoie tous ensemble. Mais si on n'a que des filles, il y a 2 fois moins de chances qu'on s'intéresse à ce programme. Et voilà. C'est un peu mon hypothèse. Donc j'ai pris cet exemple-là. Je ne sais pas si ça répondait à ta question. Mais Totalement. Et donc là, vous en arrivez à pourquoi des parents
font le choix d'inscrire leur enfant pour l'étranger. J'imagine qu'il y a une évolution au fil de la guerre aussi, que les raisons de 1936 ne sont pas les mêmes en 1937. Donc est-ce que vous arrivez à retrouver les traces des motivations parentales, alors que vous dites bien que vos archives sont très sèches avec des listes? Est-ce qu'il y a quand même de la correspondance, ou est-ce que vous arrivez vraiment, voilà, à partir de vos archives, comment savoir pourquoi les parents envoient leur enfant? Il y a très peu de correspondance, c'est-à-dire qu'en tout, des lettres de parents qui expliquent pourquoi ils veulent évacuer leurs enfants, j'en ai même pas 10. Donc bon. Et en plus, on sait très bien ce que c'est-à-dire que c'est des lettres de supplique. Donc les gens, ils écrivent ce qu'ils pensent que la personne va vouloir lire. Donc, j'ai entière confiance dans le gouvernement de la République espagnole qui va prendre bien soin de mon enfant, qui nous a offert cette... Bon, voilà. Donc, ils disent ce que les gens ont envie d'entendre. Ou alors, oh là là, on est très, très, très malheureux, on n'a plus rien à manger. Probablement, c'est vrai, mais en fait, j'en sais rien, quoi. Et voilà, c'est très difficile à dire. Donc là aussi, j'ai utilisé mes données quantitatives pour essayer d'avoir un certain nombre d'éléments qui me permettent, en fait, de faire des jugements, on va dire, globaux. Ça me permet pas de savoir dans une famille donnée exactement tout ce qui joue. Ça, je sais pas, quoi. Mais je veux dire, est-ce que eux-mêmes ils le savent, en fait? Enfin, c'est pas le travail de l'historien non plus d'entrer complètement dans la psychologie des gens, à mon avis. Et donc, ce qu'on observe, alors moi, j'ai pu tester 3 effets. L'effet bombardement. Parce que ça, c'est aussi ce que dit beaucoup la propagande. Hein. Voilà, c'est pour sauver les enfants quand il y a des bombardements, les sauver de la mort, etc. C'est vrai. Mais c'est vrai d'une manière un peu plus complexe que ce qu'on imagine. Et ça, j'ai pu le voir avec un fonds d'archives où j'avais les bulletins d'inscription d'enfants avec les dates au départ de Santander, qui est une ville qui est en fait à 150-200 km à l'ouest de Bilbao, sur la côte nord de l'Espagne. Et ce qu'on voit, c'est qu'à Santander, les inscriptions pour les évacuations d'enfants, elles ouvrent au début du mois d'avril. Et en fait, personne ne s'inscrit. Et puis un jour, le 27 ou le 28 avril, il y a 500 personnes qui débarquent. Et en fait, c'est parce que c'est le lendemain de Guernica. Voilà. En fait, c'est le surlendemain. Parce que du coup, Guernica, c'est un samedi. Du coup, dimanche, les bureaux de l'assistance sociale, ils sont fermés. Et là, lundi, bam. Et pendant une semaine, il y a énormément d'inscriptions. Et alors, ce fonds, il était très intéressant aussi pour encore travailler plus finement là-dessus, parce que quand on inscrit son enfant pour partir à l'étranger, exactement de la même manière que pour obtenir n'importe quel service social dans l'Espagne en guerre, on doit prouver qu'on est affecto, quoi, qu'on est loyal au gouvernement républicain légal. Et donc pour ça, il faut avoir ce qu'on appelle un aval, une attestation syndicale ou politique qui dit, bah voilà, oui, cette personne est membre de l'un des partis ou de l'une des organisations du Front populaire. Anarchiste, communiste, socialiste, républicain radical, ce que vous voulez, aucune importance, quoi. Mais il faut un aval. Et donc, c'est un papier qu'il faut amener. Et j'ai la date de l'aval. Donc, je peux regarder si les gens ont d'abord inscrit leurs enfants, puis été chercher l'aval, ou s'ils avaient déjà l'aval au moment où ils arrivaient. Ça m'indique quelque chose de l'urgence à aller inscrire son enfant. Et ce que j'ai vu pour Santander, c'est que dans la majorité des cas, l'aval, il date du jour même ou du lendemain ou du surlendemain. Donc ça me dit que les gens sont allés inscrire leur enfant assez en urgence. Ils n'étaient pas forcément au courant des documents qu'il fallait ramener. Donc là, ils vont au bureau. On leur dit, bah, très bien, signe ton bulletin, mais ramène-moi l'aval. Et donc là, ils vont l'aval. Et ils sont quand même un peu pressés parce qu'ils n'attendent pas 3 semaines pour aller chercher l'aval. Ils vont le chercher le jour même ou le lendemain ou le surlendemain. Et ça... Troisième étape, ça pourrait donner l'impression que voilà, les gens sont complètement paniqués, ce qui est un peu le cas, hein, et ils vont inscrire leurs enfants. Mais en même temps, du coup, ça ne nous dit pas... tous les parents de la ville de Santander ne vont pas inscrire leurs enfants, quoi. Donc pourquoi il y en a qui le font, pourquoi il y en a qui ne le font pas? Et là, on se retrouve à nouveau à se dire, bah voilà, faudrait rentrer dans la tête des gens et rentrer dans leur pensée intime. Mais heureusement, comme Claire Zalk et Nicolas Mariot l'ont bien montré, c'est pas toujours une question de réflexion entre soi et soi. Et il y a aussi des conditions concrètes qui expliquent pourquoi on prend ce genre de décision. Et l'une des conditions concrètes que moi j'ai trouvées, et là, à nouveau, si j'avais pas travaillé avec cette base de données, je m'en serais jamais rendu compte, parce que c'est vraiment l'effet de copier, recopier, en fait, et il y a des choses qu'on finit par capter. Enfin, moi, comme pour les prénoms, au bout d'un moment, je me suis dit, mais j'écris beaucoup plus de prénoms de garçons que de filles. Je vais vérifier. C'était le cas. Et là, en fait, je me suis rendu compte que, et ça, c'était très bien, notamment pour les... Alors, je crois que c'était aussi à Santander ou à Bilbao, je ne sais plus, où les bulletins d'inscription, ils avaient été gardés dans l'ordre initial, de jour en jour. Et ce que je voyais, c'est que c'était des gens qui étaient des voisins
qui venaient s'inscrire. C'est-à-dire qu'il y avait la famille du, 24 Calle Abascal, et puis après, il y a la famille du 24 Calle Abascal, mais au 3e étage. Et après, il y a le 25 Calle Abascal, etc. Mais par contre, dans le reste de la Calle Abascal, où il y a 500 numéros, il n'y a que ceux-là. Et ça marchait quand même très très bien. Alors, j'ai plus les pourcentages en tête, mais sur Santander et Bilbao, clairement, l'immense majorité des enfants sont inscrits le même jour ou sur une même semaine, avec un voisin, c'est-à-dire quelqu'un qui habite dans sa rue ou au numéro d'après, voire parfois vraiment sur le même palier. Et puis parfois, c'est des gens, par exemple, qui habitent dans des lotissements. Par exemple, je crois que c'est à Santander, c'est les cheminots. Ils sont tous au syndicat UGT des cheminots. Ils travaillent à la gare. Ils habitent dans le lotissement des ouvriers, dans le HLM des cheminots, qui est énorme. Et là, voilà, il y a tant de familles qui sont dans le même immeuble. Leurs parents, ils sont collègues, ils sont camarades de syndicats, et ils vont inscrire leurs enfants tous ensemble. Et d'ailleurs, après, dans le lot, il y en a de ceux-là qui se désistent. Ce qui prouve aussi un peu l'effet d'entraînement. Mais pas forcément l'effet d'entraînement en termes de pression, mais on en discute entre nous en rentrant du boulot, sur le pas de la porte, dans la rue, en papotant, en faisant à manger, en faisant les courses. Et donc déjà, on s'informe les uns les autres de l'existence de ce programme. Et puis ça rassure aussi parce qu'on se dit que les enfants vont partir tous ensemble, donc ils ne seront pas seuls. Et ça, je pense que c'est un effet qui joue énormément. Et d'ailleurs, dans l'une des villes où j'ai fait ces traitements, j'ai vu que c'était encore plus le cas quand les enfants partent seuls, sans frères et sœurs. C'est-à-dire que là, c'est clair, si vous envoyez une fille ou un garçon tout seul, il part avec un voisin. Il ne part pas vraiment seul, en fait. Il ne nous reste pas beaucoup de temps, donc je vais finir. Alors, on peut aller. Un quart d'heure, tu veux il a dit jusqu'à 16h. Ok, super. Donc, je fais une autre question. Alors, vous avez montré que la plupart des acteurs sont liés à la gauche, la CGT, les républicains espagnols, mais vous étudiez aussi le rôle d'un personnage au profil totalement antagoniste, le pape Pie XI. Pourquoi et comment un pape qui est très malade, voire au bord de la mort dans la période, s'intéresse-t-il au sort des enfants espagnols, ou devrais-je dire plutôt les enfants basques, pas totalement espagnols, et de façon beaucoup plus large, comment le monde catholique, espagnol ou non, perçoit-il ces évacuations d'enfants menées par la gauche ? Alors, le pape Pie XI, c'est effectivement l'un des personnes... Tout à l'heure, je disais que la personne la plus connue, c'était Jacques Maritain, mais en fait, c'est vrai que la personne la plus connue dans mon livre, c'est certainement le pape Pie XI, qui est un personnage important. Alors, pourquoi il s'intéresse aux enfants ? C'est mutatis mutandis, j'aime bien cette expression, en changeant ce qui doit être changé, un peu pour les mêmes raisons que la CGT. C'est-à-dire que, bien sûr, on le sait, les putschistes se réclament de la croisade, la grande majorité de l'épiscopat espagnol prend parti pour le camp franquiste, la grande majorité de la société catholique mondiale prend parti pour les franquistes. Mais du côté du Vatican, c'est pas si simple. C'est pas si simple pour plusieurs raisons, pour deux raisons principales. D'abord, le Vatican n'est pas un État comme un autre. Il n'a pas vocation à prendre position à l'intérieur d'une guerre civile qui se déroule sur le plan terrestre du siècle, alors que le pape, c'est le représentant de Dieu sur terre, et lui s'occupe de questions d'abord spirituelles. Et tous les Espagnols sont sous sa protection, que ça c'est la première chose, et donc il n'a pas vocation à prendre parti. Le gouvernement républicain est toujours le gouvernement légal, il y a toujours un représentant. Deuxièmement, il y a effectivement cette question du Pays basque. Le Pays basque, à l'intérieur de l'Espagne, a un statut très particulier pendant la guerre civile, puisqu'en fait, au Pays basque, le parti dominant, c'était le parti nationaliste basque, déjà à l'époque. Et ce parti nationaliste se rallie à la République, ce qui n'était pas du tout donné d'avance, et il se rallie au camp républicain contre la promesse d'une autonomie qui est accordée. Donc le gouvernement d'Euskadi, qui est un gouvernement autonome, est créé en octobre 1936 avec un gouvernement de coalition avec des socialistes et des nationalistes, mais les nationalistes sont dominants. Et ces nationalistes sont aussi des cléricaux, c'est-à-dire que c'est un parti catholique, mais c'est un parti clérical, voire fondamentaliste. Et ce sont des gens qui sont extraordinairement fidèles à Rome et qui sont extraordinairement présents à Rome. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un lobby basque à Rome qui est très fort. Et donc
les franquistes, dès le début, au Guipuscoa, et puis ensuite, à Bilbao, le pape peut pas, comme ça, prendre parti pour les franquistes qui tuent des prêtres, quoi, qui tuent aussi des prêtres basques. Et les Basques, ils essayent de faire du lobbying auprès du Vatican pour que le Vatican reconnaissent le bien fondé de leur volonté, mais bon, voilà, c'est très compliqué tout ça. Donc, ils sont un petit peu embêtés au Vatican, ils n'ont pas vraiment envie de prendre parti là-dedans. Sauf qu'ils sont soumis à plein de pressions, notamment de l'épiscopat espagnol, des religieux espagnols réfugiés qui se rendent à Rome, voilà, pour demander à voir le pape et pour lui raconter à quel point les républicains sont d'horribles communistes avec un couteau entre les dents, qui sont en train d'égorger tous les prêtres qu'ils voient, ce qui n'est pas tout à fait faux. Et donc, il est pressé de toutes parts de prendre position, mais il n'a pas du tout envie. Dans ce cadre, la cause des enfants victimes va là aussi en fait lui donner une espèce de débouché, pour dire je fais quelque chose pour les victimes de la guerre, mais j'agis en tant que pape, en tant que chef de l'Église, et donc j'ai une action de charité pour tous les enfants, quel que soit. Et donc, et c'est d'autant plus important, comme tu disais, parce qu'il est malade et parce qu'il est à l'article de la mort. Alors là, je m'appuie sur mes collègues spécialistes d'histoire du Vatican, parce que c'est pas du tout mon cas, mais qui ont montré que Pie XI a toujours été, par rapport à d'autres, notamment par rapport à Pie XII qui va suivre, un pape qui détestait la politique, qui était très anti-politique, même anti-démocrate, mais de façon générale anti-politique. Et sa maladie va le convaincre encore plus que son action doit se situer exclusivement sur un plan spirituel, que sa mission doit être de sauver les âmes des catholiques et pas du tout d'intervenir dans les bisbilles des gouvernements qui évoluent dans le siècle. C'est pas le problème du pape, quoi. Le problème du pape, c'est le salut, quoi. Hein, il a des choses plus importantes à faire que s'occuper, voilà, des humains là sur Terre qui se battent entre eux. Et donc, il demande aux sociétés de Saint-Vincent de Paul, qui sont une vieille organisation charitable issue du 19e siècle, vraiment des hommes d'œuvre, d'aller s'occuper de ces orphelins qui parcourent le monde et qui sont perdus sur les chemins. Bon, c'est un peu vague. Les sociétés de Saint-Vincent de Paul qui sont basées, le Conseil général international, il est basé à Paris. Lui, ce qu'il comprend tout de suite, c'est qu'il faut qu'on s'occupe de ces enfants qui sont en train d'être évacués et qui sont accueillis par la CGT, c'est-à-dire des communistes avec un couteau entre les dents, qui certes vont leur donner à manger, leur donner un lit et les envoyer à l'école, mais ils ne vont pas les envoyer à l'église. Hein. Qu'est-ce qui va arriver à l'âme de ces enfants ? Il faut absolument qu'on puisse sauver leur âme, hein, pas juste sauver leur corps. Et donc, cette intervention du pape, donc, elle va d'abord dans ce sens, et elle va être aidée, en fait, par un ensemble d'acteurs du Pays basque espagnol, les nationalistes basques dont j'ai parlé tout à l'heure, qui vont eux aussi utiliser la cause des enfants pour essayer de rallier les catholiques à leur cause. Ils comprennent bien qu'ils ne vont pas réussir à rallier les catholiques européens à leur alliance avec la République. Les catholiques ne peuvent pas comprendre comment les Basques, pour eux, ils ont mis leur autonomisme au-dessus de la solidarité religieuse, quoi, en s'alliant avec les républicains contre les franquistes. Et ça, c'est impardonnable. Donc les Basques se disent, on va aussi utiliser ce truc des enfants, là, comme ça, on va pouvoir mobiliser les catholiques. Et puis, y a l'évêque du Pays basque, qui était hyper franquiste. Il a été le premier à signer un manifeste en soutien aux franquistes au tout début de la guerre civile. Sauf que lui aussi, quand les franquistes arrivent en Navarre, c'est-à-dire tout de suite, quoi, ils se mettent à le persécuter. Parce qu'en fait, ce pape, qui est tout à fait de droite et qui aime beaucoup les franquistes, et il a commis une très très grave erreur, c'est que aux dernières élections de 1936, il a laissé le choix à ses ouailles de voter pour la droite conservatrice ou pour les nationalistes basques, justement en disant ils sont tous catholiques finalement, donc moi ça me va. Et donc il est vu comme un soutien des nationalistes, et donc il est exilé à Rome. Et là, il envoie un courrier à tous les archevêques, en fait, de tous les pays d'accueil, pour leur dire oulala, il y a mes enfants à moi, mes ouailles, qui sont restés au Pays basque, qui sont en train d'être évacués par les républicains, et qui sont en train d'être accueillis par la CGT et par des communistes horribles. Il faut absolument que vous vous occupiez d'eux. Et donc, il y a cette espèce de convergence dans le monde catholique
pour s'occuper de ses enfants. Enfin, alors, quand je dis convergence, je voudrais pas donner l'impression qu'il y a un énorme mouvement de masse des catholiques pour aider les enfants espagnols, parce que c'est pas du tout le cas. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un secteur ultra marginal de la société catholique qui va être réceptive à ces discours, qui se mobilise tant bien que mal. Et en fait, ça va pas du tout marcher. Enfin, notamment en France, ça marche pas du tout. Ils arrivent tant bien que mal à récupérer 500 enfants. Ils s'en occupent au bout d'un mois. Finalement, ils les envoient en Belgique et à la fin, ils ont 200 000 francs de dette, quoi. C'est-à-dire que en fait, les collectes ne marchent pas, les catholiques ne veulent pas donner d'argent pour ces enfants. Enfin voilà, dans le livre, c'est vraiment des éditions où on a la chance de pouvoir mettre des reproductions. Donc j'ai mis une reproduction d'une liste que fait le président général des sociétés de Saint-Vincent-de-Paul quand il reçoit les courriers des évêques, et il liste tous les arguments, et ça s'appelle la liste des objections. Toutes les objections que lui ont envoyées les chefs des sociétés de Saint-Vincent-de-Paul à travers la France pour lui expliquer pourquoi ils n'allaient pas collecter pour les enfants espagnols, ou alors pourquoi ça n'avait pas marché. Donc ces enfants sont des révolutionnaires, c'est des marxistes, ils sont sales, enfin voilà, ça marche pas du tout. Et puis en fait, très rapidement, le Vatican, une fois que le Pays Basque est tombé aux mains des franquistes, quelque part ça résout un peu les problèmes. Et à partir de ce moment-là, le Vatican va prendre position en faveur du rapatriement des enfants. Et là, s'allier clairement avec le gouvernement franquiste pour obtenir le rapatriement de ses enfants en Espagne, mais en Espagne franquiste, en fait. Et donc, le 1er avril 1939, c'est la victoire de l'armée franquiste. Que fait le nouveau régime de ces enfants qui sont à la fois évacués? Est-ce qu'il y a encore des évacuations ou pas? Qu'est-ce que tu peux nous dire sur la fin de cette histoire? Les évacuations, elles se sont arrêtées en fait pendant 1 an, en plein milieu de la guerre civile, pour des questions qu'on n'a pas abordées, mais du coup qu'on abordera peut-être dans la discussion. Et puis elles reprennent à la fin de la guerre civile. Et elles vont, les dernières expéditions que j'ai repérées, c'était vraiment début janvier 1939, vers l'Algérie et le Maroc. En fait, il y a encore des expéditions d'enfants qui s'essayent. À ce moment-là, il y a 15 000 enfants espagnols qui sont inscrits sur les listes du ministère de l'Instruction publique pour partir à l'étranger, quoi. C'est-à-dire que vraiment c'est le sauve qui peut, quoi. Enfin, les parents essaient vraiment d'inscrire leurs enfants. Bon, ils vont pas pouvoir partir. Alors, les franquistes ont développé un discours de dénonciation de ces évacuations d'enfants, en disant, voilà, en fait, ce sont les communistes qui ont kidnappé les enfants sans l'accord de leurs parents pour les envoyer en URSS ou pour les confier à des communistes pour en faire des petits staliniens. Ou alors ils n'ont pas kidnappé, mais ils sont circonvenus, les parents, enfin voilà, ils leur ont menti, et il faut absolument que ces enfants puissent revenir. Mais en fait, ce qu'on observe vraiment, alors c'est 2 choses sur lesquelles peut-être je terminerai. Première chose, c'est beaucoup du discours et pas beaucoup de l'action, contrairement à ce qu'on pourrait s'imaginer, c'est-à-dire qu'il y a une personne en Espagne, une seule, qui est responsable de la politique de rapatriement d'enfants espagnols qui ont été évacués, pas que en France, mais dans le monde entier. Et à la fin de l'année 1938, il sent bien que la victoire est proche et que va y avoir... il y a eu des retours d'enfants réguliers, notamment depuis la Belgique et depuis la Grande-Bretagne, déjà depuis la fin de l'année 1937, mais il sent bien qu'avec la fin de la guerre, il risque d'y avoir des retours massifs. Et donc, en prévision de ça, il fait tout un espèce de plan de politique publique hyper intéressant que là, j'ai vraiment trouvé dans les archives. Ça fait 8 pages. Voilà, on va faire ça, on va les accueillir de telle façon, puis ils vont avoir droit à ci et ça, et puis des plans il va falloir les rééduquer. Et tout ça est budgété. C'est 1 million de pesetas. Ce qui est beaucoup moins que ce que le gouvernement républicain a dépensé pour l'évacuation des enfants. Donc, il demande ces 1 million de pesetas. C'est un peu ridicule parce que c'est genre 998 500 pesetas, quoi. Vous savez, c'est un peu comme quand on va dans les magasins et les trucs qui coûtent 39,90 €. Il n'a pas vraiment osé demander 1 million, il a senti que ça allait pas passer, donc il a demandé 998 500 pesetas. Bref, donc ça remonte, donc lui dépend du Conseil supérieur de protection des mineurs qui dit bah oui, super, génial, bien sûr. Ça remonte au ministère de la Justice qui dit top, on valide. Là, ça arrive au budget, au ministère des Finances qui dit non. Non, on va pas dépenser 1 million d'enfants en fait pour s'occuper des enfants rapatriés. Les enfants, on s'en fout. On va mettre 10 millions de pesetas dans la reconstruction des églises. Ça, c'est vraiment important. Alors ça, c'est ce que je dis toujours pour dire, en fait, on pourrait croire que ces enfants, ils vont être rapatriés, qu'ils vont être soumis, qu'on va les transformer en parfaits phalangistes et qu'ils vont être soumis à la répression. En fait, les franquistes, ils ont beaucoup de travail de répression à faire.
Et réprimer les enfants qui reviennent et leurs familles, c'est pas du tout une priorité. Il y a beaucoup de raisons beaucoup plus importantes que ça de réprimer les gens. Donc en fait, pourquoi les enfants reviennent de France ? En fait, les organisations de la gauche française alliées avec les représentants légaux de la République espagnole ont réussi pendant presque 1 an à bloquer une par une quasiment toutes les demandes de rapatriement d'enfants espagnols. En disant telle demande, elle est fallacieuse, là c'est la mère qui demande mais on n'a pas la signature du père, là c'est ci, là c'est ça, là il y a une faute d'orthographe, là c'est pas le bon âge, c'est bien la preuve que c'est fallacieux. Bon. Et tout ça, ça marche à peu près parce que le gouvernement français... Voilà, ne veut pas être trop pris en défaut, ne veut pas rapatrier des enfants qui n'auraient pas vraiment été réclamés par leurs parents. Et puis tout ça, ça va quand même changer avec la fin du Front populaire. Et puis surtout, l'échec de la grève de la CGT de novembre 1938. Il faut savoir qu'avec le retour de la droite au pouvoir, en fait, les accords de juin 36, les accords de Matignon, la droite au pouvoir n'a de cesse que de revenir là-dessus. Et donc, il y a des décrets qui reviennent sur les 40 heures, sur les conventions collectives, etc. Une grève se déclenche dans des conditions pas très favorables et s'ensuit une répression terrible. En fait, il y a des dizaines de milliers d'ouvriers qui sont mis à la porte, en fait, voilà, parce qu'à l'époque, quand on fait grève, on se fait virer. Et donc, déjà, les effectifs de la CGT, ils fondent de moitié. La solidarité pour les enfants, ça fait déjà 2-3 ans qu'on donne, en fait, pour ces enfants, mais là, on va donner pour les ouvriers qui sont victimes de la répression patronale. En plus de ça, entre-temps, il y a quand même pas mal de parents d'accueil qui ont été mobilisés, parce que la mobilisation en France, elle commence à la fin de l'année 1938. Il y a des hommes qui sont envoyés à l'armée, des réservistes. Et puis surtout, en fait, dans les familles, les gens, ils sont au chômage et ils peuvent plus s'occuper de ces enfants espagnols, donc ils les rendent. Et puis les gens, ils donnent plus non plus aux collectes. Donc dans le journal de la CGT, on a le produit des collectes pour le comité d'accueil des enfants d'Espagne. Et puis à la fin de l'année 1938, ça fait flic. Et la collecte pour les chômeurs, elle fait flat. Et donc, il n'y a plus d'argent. Rapidement, il n'y a plus d'argent parce que ça coûte super cher, en fait, d'accueillir tous ces enfants. En fait, ils sont 15 000, donc c'est hyper cher. Et donc, au début, on essaie de trouver des solutions. Parfois, on va voir un peu des grandes bourgeoises. On essaie de leur demander de l'argent. Enfin, voilà, les gens, ils essaient de se débrouiller. Et puis, très rapidement, en fait, ils écrivent aux familles en Espagne pour dire « Mais est-ce que vous ne serez pas d'accord pour récupérer votre enfant ?» Et en fait, peu à peu, on les renvoie, Et là, moi, la question que je me pose, c'est « Et si la guerre d'Espagne s'était terminée 3 ans plus tard ?» Et en fait, je pense qu'ils auraient été rapatriés quand même au même moment. Parce que c'est pas lié à la fin de la guerre d'Espagne, en fait. C'est lié à la fin du Front populaire. C'est ça qui casse, en fait, cet accueil, Dernière question de pure curiosité. Est-ce qu'il n'y a pas des familles d'accueil qui ont souhaité les adopter ? Si. Notamment les plus petits, j'imagine, ou pas du tout, non ? Alors, l'adoption, c'est pas du tout commun. À cette époque, c'est vraiment, légalement, c'est très compliqué d'adopter un enfant. Il n'y a pas d'adoption plénière. Il y a des enfants qui sont restés en France. Moi, la majorité ont été rapatriés, mais moi, je pense qu'il y en a... Alors, c'est vraiment une autre recherche. Donc là, je le dis à chaque fois. C'est vraiment une vraie thèse à faire, de travailler sur le retour de ces enfants. Déjà, combien sont revenus, lesquels, comment, où. Enfin, moi, j'ai un peu des idées. Surtout, j'ai des idées de comment faire cette recherche. Donc, si vous connaissez des étudiants de master ou de thèse qui ont envie de faire ce travail, qui viennent me voir. Il y en a beaucoup qui restent en France aussi parce qu'ils ont grandi, en fait, et qu'entre-temps, ils entrent sur le marché du travail, puis ça devient des immigrés. Moi, j'ai trouvé un dossier de demande d'adoption. C'est vraiment un document que j'adore. Je crois que je le mentionne dans le livre très rapidement, mais en fait, c'est un peu hors sujet, mais je me suis quand même débrouillée pour pouvoir en parler parce que vraiment, j'adore. Je crois qu'on est en 1942. On est sous le régime de Vichy. Et donc, il y a cette demande qui parvient, en fait, au ministère des Affaires étrangères espagnol. C'est un enfant qui est orphelin, qui a été évacué de Bilbao. Il n'était pas orphelin, je crois, au moment où il est évacué, mais bon, entre-temps, ses parents sont morts, parce que c'est la guerre. Et donc, il n'y a pas eu de demande de rapatriement pour lui. Et comme les enfants qui sont en famille, s'il n'y a pas une demande de rapatriement, ils restent en famille. C'est pas comme dans les colonies où à un moment donné la colonie elle ferme et ça dépend des endroits, mais parfois quoi qu'il arrive les enfants doivent repartir Mais les enfants qui sont en famille, si leur famille les garde et qu'il n'y a pas de demande de rapatriement, le gamin il peut rester a priori. Et donc là probablement cet enfant il est arrivé en 37, il avait 12 ans, donc là on est en 42, en fait il a 17 ans, donc je pense qu'il va partir de la maison, il va se mettre à travailler, probablement sa famille se dit ce serait bien de sécuriser l'héritage, moi c'est ce que je pense. Et puis aussi, on est sous le régime de Vichy. Enfin, il y a des Espagnols qui sont déportés, réprimés, peut-être qui s'inquiètent pour lui et qui veulent l'adopter puis le naturaliser. Et donc, ils font un énorme dossier de demande d'adoption.
qui arrive du coup dans les archives du ministère des Affaires étrangères espagnol, puisque comme cet enfant il est orphelin, il est sous la tutelle de son gouvernement, et donc au moment où la demande d'adoption est faite, elle doit transiter par la voie diplomatique. Il faut que son gouvernement accepte en fait cette adoption. Et donc c'est transféré ensuite du ministère des Affaires étrangères espagnol au Conseil supérieur de protection des mineurs, en fait, qui gère voilà, les enfants orphelins, délinquants, etc. C'est l'assistance publique, quoi, en fait. Ça arrive à l'assistance publique espagnole. Et le dossier, il est très complet. Alors, la famille d'accueil, c'est des gens, ils habitent à Villejuif. Je ne sais pas si ça vous parle. C'est en banlieue rouge. Le mec, le père, il travaille à la mairie d'Ivry. Donc, c'est la mairie de Maurice Thorez. Mais ils ne sont pas communistes, hein. Il y a plein d'attestations de l'aumônier, le clerc, le jésuite, le truc, le machin, pour dire non, mais pas du tout, c'est vraiment une famille, ils vont à la messe, le gamin, il a eu sa communion, il a eu son truc, il fait ses prières, son rosaire le matin, le soir, le midi, hein, et au goûter. Donc moi, ça m'a toujours un petit peu interrogée, cette famille qui habite à Villejuif, qui travaille à la mairie d'Ivry, mais ils sont pas communistes, donc c'est quand même extra. Et ils ont accueilli un enfant espagnol pendant la guerre d'Espagne, mais ils sont pas de gauche. Non. Bon. Alors, pardon ? Et bref, alors j'ai pas le fin mot de l'histoire. Bon, je pense que le gamin il est resté en France quoi qu'il arrive. Est-ce qu'il a eu son adoption, est-ce qu'ils ont pu l'adopter, je sais pas. Mais ce que j'ai trouvé extraordinaire, c'est la réponse du Conseil supérieur de protection des mineurs qui était tout ce que je n'aurais jamais pu imaginer. C'est-à-dire qu'ils disent très bien, la famille elle a une bonne situation, très bien, ils sont aisés, très bien, il a l'air, enfin voilà, il y a toutes les garanties sont là. Ils n'ont pas du tout l'air au courant que Ivry-sur-Seine c'est la ville de Maurice Thorez. Mais ils disent, mais par contre, il y a quelque chose qui manque dans le dossier, c'est la manifestation du désir de l'enfant. On ne sait pas s'il veut être adopté par ses parents ou pas. Là, j'ai trouvé ça. Et là, en fait, c'est quand même quelque chose, c'est quand même un fil important dans mon livre. Et puisqu'il est là, je lui rends un petit peu hommage parce que c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur et qui vient aussi un petit peu du travail de François Gaudichaud sur la guerre d'Espagne. C'est la méfiance envers les acronymes partisans et de tout lire uniquement à travers le prisme de l'idéologie. Les gens de l'assistance publique en 1942 en Espagne, c'est des purs franquistes ultra-catholiques. Mais il n'y a pas que ça qui compte pour eux, c'est quand même surtout, ou en tout cas aussi, des professionnels de la protection de l'enfance, en fait. Et donc, quoi qu'il en soit, pour eux, ça compte en fait à ce moment-là de savoir si cet enfant qui a quand même, en fait, c'est plus un enfant, il a 17 ans, est-ce qu'il est d'accord pour être adopté par ces gens ou non ? Et ils veulent savoir s'il est heureux, quoi, et s'il les aime. Et ça, j'ai trouvé ça, voilà, enfin, en tout cas, très, 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 très fort, quoi. Merci beaucoup, Célia, pour cette intervention, et je donne la parole à la salle. Est-ce que vous pouvez donner les pourcentages à peu près sur ces retours dont vous venez de parler à la fin, à savoir si l'intégration ensuite a pu se faire, si vous pouvez avoir de la documentation là-dessus, et ce retour avec des parents qui ont fait la retirada, par exemple, qui sont passés en février 1939, est-ce que ça a été récupéré, sachant que dans cette retirada-là, ceux qui passaient la frontière, les femmes étaient séparées, les enfants, il n'y en a pas eu beaucoup, dans les images qu'on voit de la retirada, les enfants n'y sont pas, bien sûr, enfin, ou très peu, et en même temps, ces hommes et femmes ont été séparés dans le cas de la retirada et se sont retrouvés après par des petites étiquettes où il y avait au camp d'Argelès ou ailleurs, on cherche telle personne, etc. Comment ces enfants ont pu être, qui sont restés, bien sûr, en France, ont pu être localisés et en même temps, peut-être retrouver leurs vrais parents. Alors, je le disais tout à l'heure, c'est vraiment une autre thèse que de travailler là-dessus de manière très systématique. Donc là, des pourcentages, moi, j'en ai pas. Mais ce que j'ai, c'est en tout cas un certain nombre d'exemples de trajectoires. Donc effectivement, parmi ces enfants-là, il y en a un certain nombre, évidemment, hein, dont les parents arrivent avec la retirada en France. Alors avec les frères et sœurs, parce qu'il y a 70 000 enfants parmi le demi-million d'Espagnols, hein, quand même, qui arrivent. Mais moi, j'ai la trace de certains de ces enfants qui ensuite vont aller, par exemple, à Argelès, parce qu'il y a des femmes à un moment donné à Argelès ou dans d'autres centres d'hébergement. Enfin, ils retrouvent leur mère. Alors ça, surtout quand les mères avaient pu garder contact, en fait, d'une manière ou d'une autre, au moins avec le comité. Et comme elles arrivent en France et qu'elles savent que leur enfant est en France et que certainement elles s'inquiètent aussi, voilà, qu'il soit rapatrié, quoi.
et les organisations de gauche qui ont accueilli ces enfants. Enfin, dans le livre, j'en mets pas mal à la fin parce qu'en fait, ils écrivent en fait au secrétariat à Paris du comité d'accueil des lettres quand même en fait assez déchirantes, quoi, où ils disent mais on peut pas renvoyer comme ça en Espagne franquiste à l'aveugle des enfants dont on s'occupe depuis 3 ans parce que voilà, vous avez coupé le robinet, quoi. Et donc quand on regarde un peu localement, on voit leurs efforts un peu désespérés pour alors soit trouver des nouveaux financements, soit transférer ces enfants dans des nouvelles colonies qui sont tenues par des organisations humanitaires internationales, soit au moins voilà de s'assurer qu'ils vont retrouver leurs parents, quoi. Et donc voilà, des deux côtés, il y a quand même des recherches qui se font pour essayer de faire en sorte que notamment les parents qui arrivent avec la retirada récupèrent leurs enfants. Et donc ça, on envoie des trajectoires comme ça, où ensuite la famille reste en... Enfin, après, ils ont les mêmes trajectoires que tous les autres réfugiés, quoi. C'est-à-dire, il y en a qui restent en France, il y en a qui repartent en Espagne, il y en a qui vont en Amérique latine. Ça, c'est assez varié. Mais il y a aussi des chassés-croisés. C'est-à-dire qu'il y a des parents qui arrivent en France et leur enfant, il repart en Espagne et il se retrouve... Enfin, moi, j'avais eu des histoires qu'on m'avait racontées comme ça, quoi, où du coup, après, ils se retrouvent pas... par exemple, l'enfant, il repart dans les années 50, 60 comme émigré, enfin voilà, et puis il se retrouve pas vraiment, quoi, parce qu'ils se sont pas vus depuis 15 ans, quoi. Donc parfois, c'est quand même... ça dépend, quoi, ça peut être assez tragique, quoi, enfin, la fin de l'histoire pour un certain nombre de gens, mais j'ai envie de vous dire, comme tous les Espagnols, à la fin de la guerre d'Espagne, il y a beaucoup de familles pour qui ça se passe mal. Et cela aussi, ni plus ni moins, en fait, je pense, mais ça demanderait à être vraiment vérifié et objectivé, quoi. Et ça, je peux pas le faire, en fait. Je vois comment fonctionne un certain nombre de trajectoires, mais voilà, j'ai pas du tout... c'est vraiment une thèse en tant que telle, en fait, de faire ce travail-là, quoi. Vous avez parlé des cas des enfants qui ont été en Union soviétique. Et là, j'ai cru comprendre, parce que j'ai lu des documents concernant les Espagnols républicains qui ont été en formation, notamment pour les pilotes d'aviation, qui ont été en formation en Russie. Pour eux, il y a eu de très gros problèmes quand il y a eu la fin de la guerre, c'est-à-dire qu'une grande partie n'a pas pu revenir en Espagne et ont été soit rentrés dans le système communiste, soit en opposition du système communiste, je parle des adultes là, et qui ont fini au goulag. Ce lot de 3000 enfants qui ont été pris à l'Union soviétique, c'était certainement des origines communistes de la part espagnole, des parents espagnols, et je pense que ceux-là ont dû avoir, peut-être que vous avez des informations là-dessus, énormément de difficultés pour pouvoir être rapatriés ou avoir d'autres moyens, mais surtout qui ont été obligés fortement à rester en Union soviétique et ne pas pouvoir partir. Alors, il y a eu énormément de travaux sur ces enfants qui sont partis en URSS. C'est un cas, c'est très médiatisé en Espagne. Il y a des documentaires, enfin, il y a même des livres qui ont été traduits en français, si ça vous intéresse, qui racontent très bien cette histoire-là. Donc en fait, tout simplement, comme après la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'URSS n'a pas reconnu l'Espagne franquiste, les enfants n'ont pas été rapatriés. C'est vraiment la spécificité. C'était le cas aussi pour les enfants qui sont partis au Mexique. Et donc ils sont restés en URSS jusqu'au 20e congrès, en fait, jusqu'en 1956, où là il y a eu un accord, une convention. Entre-temps, ils étaient vraiment tous devenus adultes, hein. Une convention entre Khrouchtchev, du coup, la nouvelle URSS dirigée par Khrouchtchev et Franco, qui a autorisé leur retour en grande pompe. Je me souviens plus, mais je crois que c'est à peu près un tiers d'entre eux qui ont choisi de revenir en Espagne à ce moment-là. Ça s'est pas très bien passé pour eux. Ils ont été accueillis par l'Espagne. Enfin, je veux dire, l'Espagne franquiste était d'accord, etc. Donc ils n'ont pas été réprimés quand ils sont arrivés. Mais évidemment, les Espagnols, leurs familles, les voisins, etc., qui vivaient quand même sous cette dictature depuis un certain temps, étaient un peu inquiets de trop les fréquenter. Hein, ils étaient un peu sulfureux. Et puis, ils étaient totalement désajustés. Enfin, je veux dire, déjà, s'ils étaient arrivés en France, ils auraient été totalement désajustés. Mais là, ils étaient totalement désajustés parce que c'était pas juste des communistes, c'était des soviétiques. Alors, ils parlaient toujours espagnol parce que, en fait,
ces enfants qui ont été accueillis en URSS, ils ont été pas du tout placés dans des familles. Ils ont été accueillis dans des colonies qu'on appelait les Casa de España. Donc ils ont, au niveau culturel, continué à recevoir une éducation espagnole. Mais sur le fond, c'était une éducation soviétique en espagnol. C'était exactement la même politique en fait d'éducation que l'URSS était un régime fédéral. Donc il n'y avait pas de répression, par exemple, des langues, des diverses langues et des diverses coutumes. Enfin, parfois, mais en fait, officiellement, il y avait quand même des écoles, je sais pas, géorgiennes, tout ce que vous voulez, quoi. Et donc pour les Espagnols, c'était cette idéologie-là, quoi. Pas nationaliste, on les a pas nationalisés russes, mais en revanche, on les a soviétisés. Donc ces gens sont revenus. D'abord, ils jouaient tous du violon, ils avaient tous des doctorats, enfin c'était des ingénieurs, donc ils étaient complètement désajustés, déjà, rien que de ce point de vue-là, à l'Espagne franquiste. Et puis c'était des soviétiques. Voilà, donc c'était... Et en fait, là, beaucoup d'entre eux sont repartis. À ce moment-là, beaucoup d'entre eux sont repartis. Et en Russie, ouais, ils sont repartis en URSS. Alors il y en a un certain nombre, c'est très connu, mais c'est pas la majorité d'entre eux, mais il y en a quand même pas mal ensuite qu'on a envoyé à Cuba après la révolution castriste. Ils faisaient partie des équipes, voilà, de coopérateurs soviétiques. Comme ils parlaient espagnol, en fait, c'était très pratique. Donc il y en a pas mal ensuite qui sont allés à Cuba. Et puis beaucoup d'entre eux, en fait, sont revenus en Espagne à l'âge de la retraite dans les années 80. Quand l'URSS a commencé à s'effondrer, en fait, l'économie soviétique s'est effondrée, et puis l'Espagne était devenue démocratique. Et en fait, ça, c'est une histoire très, très importante aussi pour toute mon historiographie, parce que c'est à partir de ce moment-là qu'en Espagne, on a commencé à parler de ces gens-là, parce qu'en fait, eux, ils se sont constitués en association, et ils ont commencé à faire du lobbying. Et il faut savoir que la première loi de mémoire historique, celle de José Luis Zapatero, les reconnaissait en tant que catégorie de victimes du franquisme et leur accordait des avantages économiques. En compensation de ce qui leur était arrivé, ce qui était une réclamation de leur part. Et ils ont aussi financé toutes les premières thèses, en fait, sur ce sujet. Ça explique aussi pourquoi tous les travaux portent sur les enfants qui ont été évacués en URSS, en fait. Parce que c'est vraiment... ils ont fait un énorme travail de mémoire, en fait, qui n'a pas du tout été fait par les anciens enfants qui ont été évacués en France et qui se sont complètement, voilà, un peu... disons perdus dans l'immigration espagnole et voilà, ça c'est pas ils sont pas restés constitués en tant que groupe, mais les enfants qui sont partis en URSS, ils vivaient vraiment entre eux aussi, c'était vraiment un groupe constitué. Donc voilà, j'ai répondu longuement, mais comme il n'y avait pas d'autres questions. Non, mais je suis un peu désolée. En fait, c'est vrai que peut-être qu'on s'est un peu trop fait plaisir avec Anne-Lise de parler entre chercheuses. Et peut-être que ça vous donne l'impression qu'il faut poser des questions très, très intelligentes, mais c'est pas du tout le cas. Moi, j'aime pas du tout les gens qui disent des mots compliqués et qui donnent l'impression qu'il n'y a que les spécialistes d'histoire qui ont le droit de discuter. Donc, si vous avez la moindre question de curiosité, je sais pas, qui vous intéresserait de savoir, c'est l'occasion, quoi. Donc, Vous avez beaucoup parlé de l'analyse des archives. Est-ce que vous avez aussi, du coup, pu avoir des témoignages d'enfants qui auraient été concernés ? Alors, pas beaucoup. D'abord parce que quand j'ai commencé mon Master 2 sur ce sujet en 2007. Et du coup, les plus jeunes, du coup, ils avaient déjà quasiment 80 ans. J'en ai rencontré. Le problème, c'est que... soit ils étaient très jeunes quand ils étaient partis, ils avaient des souvenirs quand même assez vagues. Voilà, où ils étaient plus grands et ils étaient déjà en très mauvaise santé. Alors, après, c'est une manière un peu facile de répondre. C'est-à-dire que j'ai pas cherché à le faire. C'est plutôt eux qui sont venus me chercher en général. Pourquoi ? Parce que tous les travaux quasiment sur mon sujet avaient été écrits à partir de campagnes d'entretien. Donc, il y en avait déjà eu énormément. Et notamment, il y avait eu une thèse financée en Espagne par l'association des anciens enfants, on les appelle les anciens enfants, c'est très bizarre parce que c'est des gens qui ont 70 ans, mais ce sont les ex-niños, les anciens enfants basques, et qui étaient vraiment uniquement fondés sur entretien. Donc en fait, il y avait une grande littérature là-dessus, avec des entretiens qui avaient été faits dans les années 90, dans des bien meilleures conditions, par des gens qui étaient vraiment des spécialistes d'histoire orale. Et donc moi, je suis partie du principe que, j'allais pas reproduire cette recherche pour dire qu'ils avaient raison ou alors qu'ils avaient tort, c'est complètement idiot. Et donc, quand j'ai commencé mon travail, en fait, il y avait plein d'archives qui n'avaient pas été disponibles avant et qui étaient à nouveau, qui étaient disponibles. Et notamment, il y avait 2 fonds hyper importants. Le fameux fonds Pie XI, en fait, il faut savoir qu'un fonds d'archives s'ouvre au Vatican quand un pape meurt. Et du coup, Jean-Paul II était mort, et du coup, mais ça prend 10 ans d'ouvrir les fonds d'un pape, en fait.
Et donc le fonds Pionze, il a commencé à être ouvert vers 2005-2006. Donc ça, c'était vraiment génial. En fait, je suis arrivée, j'étais quasiment la première à travailler sur le fonds Pionze, en fait. Et en tout cas pour l'Espagne et la France, pour cette histoire-là. Et il y avait aussi ce qu'on appelle les archives de Moscou, parce qu'en fait, les archives de toutes les organisations de gauche françaises, elles avaient été capturées par les Allemands en 1940. Et ensuite, elles ont été capturées par les Russes en 1945 qui les ont emmenées à Moscou. Et en fait, après la fin de l'URSS, il y a eu des conventions les Russes ont commencé à rendre une partie des archives, pas toutes. Et donc là, il y avait plein d'archives qui sont arrivées en France en 2001 en particulier. Et moi, j'ai pu travailler sur ces fonds, le fonds de la CGT, le fonds de plein d'organisations, le fonds de la LDH. Voilà, donc il y avait toutes ces super archives. Et moi, j'avais vraiment envie de travailler comme ça. Par contre... en fait, ça se fait plutôt dans l'autre sens, c'est-à-dire que régulièrement, et là à nouveau, maintenant que je fais la promotion de mon livre, et puis quand j'étais en thèse, en fait, les gens m'écrivent. En fait, c'est plutôt eux qui me demandent des renseignements, c'est-à-dire qu'ils me disent, alors au début, c'était ma mère qui est toujours vivante. Maintenant, c'est généralement ma mère qui est morte, mais bon, est venue en France quand elle était enfant. Mais voilà, on n'a pas beaucoup d'informations. Pour ce qu'elle avait tel âge, elle a dit qu'elle était à tel endroit dans telle famille. Elle s'appelle machin chouette. Est-ce que, et bon, moi comme j'ai cette énorme base de données, voilà, est-ce que vous pouvez me dire quelque chose? Et en fait, alors parfois j'ai vraiment rien, mais souvent quand même j'ai des éléments, et donc en fait je fais un peu, c'est moi la Croix-Rouge en fait. Mais 80 ans plus tard. Et parfois c'est assez fort en fait les échanges que j'ai avec ces gens, et en fait. Et moi, ça m'a aussi un peu aidée parce que du coup, je prends une personne et je fais la tranche, et du coup, je retrace des trajectoires, et là, je me dis, ah, mais elle est marrante cette trajectoire. Du coup, il est passé de ça à ça, et puis, voilà. Voilà, parfois, il y a des choses vraiment. Il y a plein de choses vraiment émouvantes. Moi, je crois que le truc qui m'a un truc qui m'a ému de ce point de vue-là. C'était un truc qui arrive beaucoup, on n'en a pas parlé, mais dont je parle aussi quand je travaille sur les données quantitatives, justement. C'est quand, dans différents documents, l'âge de l'enfant n'est pas le même. Ça arrive souvent. Voire la date de naissance change. Et en fait, ça, c'est parce qu'il y a des stratégies de falsification de l'âge pour que l'enfant ait l'âge de partir. Notamment les adolescents. En fait, les familles espagnoles, elles veulent envoyer leurs enfants qui ont 15 et 16 ans, mais c'est pas permis. Voire 13-14 ans, du Pays Basque, il faut en avoir 12. Donc en fait, on voit tous ces enfants de 13 ou 14 ans, au moment où ils prennent le bateau, ils ont tous 12 ans, et hop, quand ils arrivent en France une semaine plus tard, ils ont tous 14 ans. Voilà, c'est parce que il y a des failles spatio-temporelles dans les années 30. Et donc je lui dis ça, donc je lui raconte, votre grand-père, votre père, il a été inscrit à tel endroit, il est allé à tel endroit dans telle colonie, etc. Et puis dans son cas, il y a quelque chose d'intéressant, mais c'est pas unique. Il y a cette différence d'âge entre le moment où il est inscrit, le premier document d'inscription, et puis dans la liste quand il est en France, il est plus âgé. Et probablement, c'est la deuxième date qui est la bonne. Et en fait, il y a eu un mensonge de la part des parents pour pouvoir l'inscrire. Et là, elle me dit, ce que vous me racontez... Pour moi, c'est un truc, c'est complètement trivial, quoi. Et elle me dit, en fait, c'est hyper éclairant ce que vous me dites parce qu'il n'a jamais voulu fêter son anniversaire. Et en fait, les gens, ils ont peur, vous savez. Et donc, en fait, il n'a jamais repris sa vraie date de naissance. Qu'il a gardé sa fausse date de naissance toute sa vie, mais il n'a pas fêté son anniversaire. Et elle me dit, et j'ai toujours senti qu'il y avait un truc chelou avec son âge. Et là, maintenant, je comprends quoi. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment génial, en fait. Hyper intéressant. Et ça parle énormément parce que ça... toi, tu connais très, très bien ça, mais par exemple, pour les enfants juifs cachés, c'est aussi des choses qu'on a vachement vues, en fait. C'est que les gens, ils continuent à se cacher, quoi. En fait. Et donc, ces enfants, à un moment donné, quand ils sont partis, on leur a dit faut que tu mentes sur ton âge. Ils n'ont même pas forcément trop compris pourquoi il fallait qu'ils mentent. Mais après, ils ont eu peur, quoi, d'être pris ou je sais pas quoi. Et puis après, une fois qu'on est étranger en France et puis on a un premier papier avec tel âge, c'est un peu compliqué on n'a pas envie d'attirer l'attention. Alors on n'ose pas trop, puis on prête tout, on s'en fout. Et puis en plus, du coup, comme sur son faux truc, il était plus jeune, alors il a dû travailler 1 an et demi de plus probablement pour avoir sa retraite. C'est pas juste, mais bon. Donc voilà, ça s'est plutôt passé comme ça, en fait. Par contre, j'ai eu un témoignage extraordinaire dont je parle dans le livre, et ça, c'est hyper rare. C'était complètement un hasard.
Un jour, c'est le bibliothécaire de la bibliothèque où je travaillais en Espagne. Il vient me voir. Il me dit « Ouais, tu travailles là-dessus et tout. » C'est trop marrant parce que moi, mon père, pendant la guerre civile, il était dans un asile, dans une garderie. C'était hyper commun, en fait. Les parents, ils confiaient leurs enfants comme ça à des institutions parce qu'ils n'avaient pas l'argent pour s'occuper d'eux. Mais ce n'étaient pas des orphelins. Et un jour, il y a un car qui est venu pour les envoyer en URSS. Et comme il ne voulait pas y aller, il s'est enfui. Je lui dis « Waouh, c'est dingue cette histoire. Vas-y, je veux le rencontrer, ton père. » Et donc là, on a fait un entretien. Et ça c'est des trucs qu'on trouve dans aucun livre qui est fondé sur des campagnes d'entretien. Parce que quand on fait une campagne d'entretien, on cherche les enfants qui sont partis. On ne cherche pas les enfants qui n'ont pas voulu partir. Et donc, c'était le père du bibliothécaire de la Casa. Et donc, il m'a raconté, en fait, comment le car arrive. Et en fait, il fait style genre, il se met derrière la queue, etc. Et puis, il traverse la rue, il emmène son petit frère et hop, et rentre chez lui. Parce qu'il voulait pas partir il voulait pas partir à l'étranger, quoi. Il avait peur, il voulait pas se séparer de sa mère. Il voulait pas partir dans une autre ville, il voulait pas s'éloigner, quoi. Et ça, je trouvais ça super intéressant parce que ça fait aussi écho à d'autres cas que moi je vois d'enfants qui arrivent en France et qui fuguent, qui veulent rentrer, quoi. Et comment se passe la vie de ces enfants en France? Quelle est leur relation avec les familles d'accueil? Est-ce que tout se passe toujours très bien? Ou tu as par exemple des familles qui souhaitent renvoyer les enfants parce que l'enfant ne leur convient pas, ils veulent un autre enfant peut-être? Oui, alors, j'ai pas des archives malheureusement très fouillées sur ça. Globalement, on a le sentiment que ça se passe à peu près bien. Le comité d'accueil a un inspecteur qui est chargé d'aller faire des enquêtes quand il y a des dénonciations. Donc on a ces rapports d'enquête. Alors parfois il y a des choses qui se passent. Par exemple, il y a une jeune fille qui tombe enceinte du fils de son père d'accueil, pas du père d'accueil. Mais bon, mais quand même, elle a 15 ans. Alors c'est étrange, ils sont très très bienveillants envers elle, mais ils sont quand même très très embêtés, quoi. Diplomatiquement, c'est un petit peu compliqué. Moi, j'ai pas trouvé dans mes archives de cas par exemple, de violence envers ces enfants, mais c'est sûr que, évidemment, ça a eu lieu. Enfin, je veux dire, c'est une certitude statistique. Mais ça se voit pas. Ils sont quand même, ça dépend des endroits, mais normalement, ils sont quand même relativement contrôlés. Après, ce qu'on observe, ça découle un peu de ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que comme, les familles, vraiment, ce qu'elles veulent, c'est des petites filles sages, gentilles et reconnaissantes. Et que ce type d'enfant est très, très, très minoritaire dans le groupe. Donc là, il y a vraiment des lettres du comité d'accueil parisien, quoi, qui écrit dans les départements pour dire il faut vraiment que vous incitiez les familles d'accueil à accepter les garçons de 12 ans. Mais en fait, c'est quand même compliqué. Et au fur et à mesure des années, on voit une espèce de population d'une quelques centaines de garçons adolescents qui sont déplacés de famille en famille et qui sont turbulents. En fait, on dit ça. Ils sont turbulents, voire même il y a un discours qui se développe autour d'eux pour dire que c'est vraiment des délinquants et qu'ils n'ont pas du tout leur place. C'est même des militants anarchistes. C'est vraiment génial. Donc, ce militant hyper anarchiste, pas n'importe quel anarchiste. Je veux dire, c'est le délégué de l'Espagne à l'Association internationale des travailleurs. Je veux dire, dans le genre anarchiste, franchement, on est au top du top. Lui, il dit qu'il faudrait les envoyer en reformatorio, tu vois, en maison de correction. Donc, on est quand même, j'adore. Voilà, ça, c'est tous les paradoxes de l'anarchisme en Espagne. Donc, mais bon, quand même, on les envoie pas en maison de correction. Et donc, il y a vraiment, et ils essayent de se les refiler les uns les autres parce que comme, en fait, il y a plein de délégués espagnols, en fait, qui se tirent un peu, qui se tirent un peu tous dessus. Et donc, au départ, ils veulent tous s'arracher les enfants, ils veulent être responsables du programme, mais ces enfants-là, personne n'en veut. Et donc, au bout d'un moment, ce qu'ils font, c'est qu'ils créent des colonies exprès de transit pour les enfants qu'on doit déplacer, redéplacer. Mais en fait, ces enfants-là, ils restent dans la colonie. Et puis, alors, on essaye de les mettre en... Et en fait, les Espagnols, ce qu'ils disent, c'est que c'est pas des enfants, quoi. En fait, voilà, ils ont 14 ans, c'est pas des enfants, ils ont pas leur place dans le programme. Donc, on essaie de les mettre en apprentissage. Et ça marche pas trop mal. Mais le problème, c'est que là-dessus, il y a Albert Sarraut qui arrive au ministère de l'Intérieur et qui développe une politique très xénophobe qui fait que les étrangers doivent demander une carte de travailleur spécial pour avoir le droit de travailler en France. Et du coup, ça veut dire que ces enfants ne peuvent plus être placés en apprentissage. Il faudrait qu'ils aient une carte de travailleur et donc qu'on leur paye un vrai salaire. Et ça, je veux dire, personne ne va payer un vrai salaire à un gamin de 14 ans, quoi.
Donc du coup, ça pose un problème. Donc on finit un peu par créer des colonies un peu spéciales pour ces garçons qui sont souvent parmi les premiers arrivés en France, qui étaient souvent quand même des enfants qui avaient été placés par les tribunaux de tutelle des mineurs. Enfin il y en a quand même un certain nombre qui étaient peut-être un peu délinquants ou qui chapardaient ou qui avaient des parents alcooliques. Qui étaient quand même de milieux déjà très très déviants au niveau social et qui se conforment pas du tout à ce qu'on attend d'eux, quoi. Mais c'est souvent on dit les trains qui arrivent à l'heure, personne n'en parle, et ça c'est vrai. Et donc ça crée des biais. Par exemple, dans les archives du Vatican, dans le fond du secrétaire qui s'occupe du rapatriement, il y a une quinzaine de lettres d'enfants. C'est quasiment les seules lettres d'enfants que j'ai, mais c'est que des lettres de dénonciation. Mais alors, quand on regarde dans le détail, c'est pas forcément grave, parce que ça peut être vraiment juste genre... oui, mes parents d'accueil sont très gentils avec moi, ils m'ont offert un vélo, mais vous me manquez horriblement, papa, maman, j'ai envie de vous voir, quoi. Ou alors, le pire, c'est... oui, je suis dans une famille en Isère, maman, tu peux pas t'imaginer, ils veulent que je garde les bâches, quoi. Donc là, c'est vraiment, ça c'est terrible. Mais en fait, il y a un énorme biais de source, parce que en fait, le délégué du pape, il garde ses courriers, il les tape à la machine, donc il les reproduit bien au propre. Ils sont utilisés dans des brochures de propagande catholique pour dire que les enfants ont été kidnappés ou qui sont... et d'ailleurs de manière très mensongère, j'analyse un des cas pour montrer comment ils modifient la lettre d'une petite fille, pour donner l'impression qu'elle est vraiment maltraitée, alors que c'est pas ce qu'elle écrit dans sa lettre que du coup moi je vois. Mais moi je pense aussi qu'en fait ces lettres, ils les gardaient et qu'ils les lisaient aux parents qui venaient pour leur dire « Regardez, les enfants sont malheureux. Est-ce que vous avez demandé... vous devriez... pour les culpabiliser. » Donc ça crée un énorme biais. Et au fond, des lettres comme ça, il en avait quand même que 15, le délégué du pape. Donc bon, voilà. Mais moi, j'ai pas une correspondance. J'adorerais, mais je l'ai pas, quoi. Et merci à toutes et à tous. Et je vous conseille donc d'acheter l'ouvrage de Célia Keren, La cause des enfants. Vous avez écouté à l'instant Célia Keren, autrice de l'ouvrage La cause des enfants, humanitaire et politique pendant la guerre d'Espagne, publié aux éditions Anamosa, à la librairie Ombre Blanche, samedi 22 novembre 2025. Célia Keren a coédité également Ma vie en France, cahier d'exil d'une adolescente espagnole, au PUM en 2017. Réalisation et mise en onde de la rencontre, Radio avec Radio Plus et Radio Terre.